La fécondation in vitro à l'Institut Marquès. La stérilité est un problème de plus en plus fréquent dans notre société. On estime qu'un couple sur 5 rencontre des problèmes pour avoir des enfants. Mais heureusement, les progrès dans le domaine des techniques de reproduction assistée rendent possible dans la plupart des cas l'obtention d'une grossesse. Cependant, les couples qui envisagent de commencer un processus de reproduction assistée se trouvent confrontés à de nombreux doutes. Vu de l'extérieur, le parcours semble difficile, compliqué et coûteux, et vient se rajouter à ce sentiment d'incertitude l'anxiété qui s'est très souvent accumulée après un certain temps passé, sans succès, à essayer d'obtenir une grossesse. À l'Institut Marquès, nous connaissons ce sentiment parce que cela fait de nombreuses années que nous prenons soin de couples qui viennent nous voir après de nombreux essais frustrés. C'est la raison pour laquelle notre priorité est de les accueillir chaleureusement et avec amabilité, de façon qu'ils se sentent comme chez eux, mais aussi leur fournir un soutien moral afin qu'ils abordent le processus de façon positive, avec tranquillité et confiance, avec des informations claires et complètes pour qu'ils se sentent sûrs à tout instant et pour qu'ils puissent faire face à leurs doutes en consultant directement leurs spécialistes dans n'importe lequel de nos centres. À l'Institut Marquès, les gynécologues, les biologistes, les généticiens, les andrologues, les psychologues et le personnel sanitaire, nous travaillons en équipe et en coordination afin de rassembler nos synergies vers un objectif final. Ce qui veut dire que chaque semaine, les cas sont commentés au cours de séances cliniques auxquelles assistent les spécialistes des différents services afin de trouver la solution la plus adéquate et toujours de façon multidisciplinaire. Ainsi, en réunissant nos forces et en coordonnant les actions, nous obtenons des taux de grossesse de 90% en 3 cycles, et ce, même dans le cas de nombreux couples qui s'adressent à nous après plusieurs tentatives manquées, effectuées dans d'autres centres. Un succès qui explique aussi pourquoi des centaines de couples étrangers s'adressent à notre centre pour que nous les aidions à devenir parents, grâce à nos excellents résultats et à notre grande expérience. La très grande gamme de techniques que nous proposons, la durée très courte du séjour nécessaire pour commencer le traitement, ainsi que la possibilité d'être reçus dans leur propre langue grâce à notre équipe de traductrices anglophones, allemandes, françaises, italiennes et russes. En outre, notre engagement dans la recherche et dans la technologie la plus avancée nous a amené à lancer certains programmes pionniers en Espagne et à l'étranger, des programmes qui nous ont placés à l'avant-garde de la médecine reproductive. Les étapes du processus de la fécondation in vitro. À l'Institut Marquès, la fécondation in vitro est un processus très scientifique, mais c'est en même temps un processus très humain, un processus minutieux dans chacune de ces étapes, avec un traitement chaleureux et personnel et qui demande un certain compromis avec les dernières tendances et investissements dans la recherche et les technologies nécessaires. Au cours de ce processus, l'Institut Marquès vous offre une grande valeur. Les étapes du processus de la fécondation in vitro sont la stimulation ovarienne, la possible donation d'ovules, la récupération des ovocytes, l'obtention du sperme, le processus dans le laboratoire de fécondation in vitro, le diagnostic génétique préimplantatoire, le transfert des embryons, l'attente du test de grossesse, les problèmes et solutions. La stimulation ovarienne. Au cours du traitement de la fécondation in vitro, on essaie que plusieurs follicules se développent jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturation totale. On y parvient en administrant un traitement hormonal par voie nasale ou sous-cutanée, traitement semblable au GnRH. Ce traitement inhibe d'abord la production hormonale endogène propre à la patiente. Ensuite, on procède à la stimulation de l'ovaire afin qu'il produise une ovulation multiple par le biais d'un autre traitement hormonal, FSH et ou HMG. Les protocoles de stimulation sont adaptés de façon individuelle pour chaque patiente et leur durée habituelle est comprise entre 8 et 10 jours. Pendant cette période, la patiente devra recevoir une piqûre sous-cutanée par jour. Tout au long de la période de stimulation, plusieurs contrôles sont effectués afin d'évaluer comment les ovaires de la patiente répondent. Pendant ces contrôles, des analyses de sang seront effectuées afin de déterminer les niveaux d'oestradiol, il s'agit de l'hormone produite par les follicules en cours de croissance, ainsi qu'une échographie vaginale afin de voir combien de follicules sont en train de se développer dans chaque ovaire et de vérifier leur taille. En fonction du résultat de ces tests, on modulera la dose du traitement et on fixera la date du contrôle suivant, 1 ou 2 jours plus tard.
Lorsque les follicules ont atteint environ 18-20 mm de diamètre et que le niveau d'œstradiol sont convenables, on décide d'injecter un autre traitement, l'HCG. Cette hormone provoque les derniers changements dans la maturation et de l'ovulation. Il s'agit de l'injection la plus importante étant donné qu'une erreur dans le timing ou une mauvaise administration peuvent provoquer une erreur dans la récupération des ovocytes. Tout au long de la procédure, la patiente peut mener une vie normale. Parfois, il est possible que la réponse ne soit pas adéquate et que l'on décide d'annuler le cycle et de le réinitialiser dans un autre protocole de stimulation. La possibilité du don d'ovules. Le don d'ovules est le traitement que nous recommandons pour les patientes chez qui, pour différentes raisons, les ovaires ne produisent pas d'ovules capables d'aboutir à un embryon évolutif et sain. Ce procédé consiste à effectuer la fécondation in vitro avec les ovules d'une donneuse et le sperme du conjoint. Les embryons sont ensuite transférés à la patiente réceptrice. Les donneuses d'ovules sont des jeunes filles saines qui souhaitent aider d'autres femmes à devenir mères. Il s'agit de personnes engagées dans des problèmes sociaux et qui ont un très haut niveau culturel. Des étudiantes ou des amies de donneuses pour qui le processus du don a été une bonne expérience. Au préalable, l'Institut Marquès effectue un entretien, une visite et une série d'analyses très complètes qui incluent une étude génétique afin d'établir une évaluation de la bonne santé physique et psychologique et pour éliminer tout risque de maladies infectieuses ou de modifications propres ou d'origine familiale qui pourraient être transmises. Les donneuses sont choisies en fonction de leur groupe sanguin, de leur rhésus et en fonction de leurs caractéristiques physiques, en faisant en sorte que l'aspect physique de la donneuse ne soit pas différent de celui du couple récepteur. Le couple récepteur pourra connaître l'âge, le groupe sanguin, le facteur rhésus de la donneuse, mais ne pourra en aucun cas connaître l'identité de la donneuse. Dans notre centre, nous effectuons tous les transferts d'embryons frais, c'est-à-dire sans les congeler, ce qui demande une grande coordination entre la donneuse et la réceptrice. Cela donne de bien meilleurs résultats. La synchronisation avec la donneuse peut être obtenue en se servant de contraceptifs ou d'un spray nasal. Le traitement de la réceptrice est simple et n'est pas dérangeant. Il est cependant important de bien le suivre. Lorsqu'elle est enceinte, la patiente devra continuer son traitement pendant 3 mois. L'abandon ou le mauvais suivi du traitement diminue les possibilités d'une grossesse viable et peut provoquer une fausse couche. Grâce au très grand nombre de donneuses qui se rendent dans nos centres, il est possible d'attribuer des donneuses dont les caractéristiques physiques sont similaires et d'effectuer le transfert dans un délai inférieur à 4 semaines à compter de la première consultation. La récupération des ovocytes. La récupération des ovocytes est effectuée dans une salle d'opération attenante au laboratoire de fécondation in vitro. Cette opération est effectuée en ambulatoire, c'est-à-dire qu'aucune hospitalisation n'est nécessaire. Cette intervention provoque des malaises sans importance dans très peu de cas. L'aspiration des follicules est effectuée par voie vaginale sous anesthésie générale et sous contrôle échographique. Ce processus est très rapide. Il dure entre 8 et 10 minutes et il est complètement indolore. 1 heure plus tard, la patiente est informée du nombre d'ovocytes qui ont été récupérés et peut quitter la clinique. Au cas où la patiente souhaite reporter la maternité, on congèle les ovocytes pour pouvoir les utiliser dans le futur, le jour où elle décide de devenir mère. L'obtention du sperme. Après avoir effectué la ponction ovarienne, le sperme de l'homme sera nécessaire. Le sperme sera obtenu par la masturbation et sera recueilli dans un récipient stérile. Dans le cas où l'éjaculat ne dispose pas de spermatozoïdes, il sera possible de les extraire directement du testicule. Dans certains cas, il est possible d'utiliser un prélèvement congelé. Par exemple, lorsque le conjoint habite à l'étranger, ou bien lorsqu'il a été sujet à plusieurs blocages au moment de l'obtention du prélèvement de sperme, ou encore s'il ne peut être présent le jour de la fécondation pour des causes professionnelles ou personnelles. À l'Institut Marquès, nous sommes spécialisés dans l'étude du facteur masculin, moyennant de l'analyse génétique ou chromosomique des spermatozoïdes. Cette étude permet de diagnostiquer correctement le problème de l'infertilité et d'orienter sur le traitement à suivre d'une manière judicieuse. Il s'agit de techniques comme la fiche dans les spermatozoïdes qui nous donnent des informations sur la dotation chromosomique du spermatozoïde, l'étude de la fragmentation qui analyse l'intégrité de leur ADN, ou l'étude de la méiose qui se réalise moyennant une biopsie testiculaire.
Ces techniques sont expliquées plus en détail dans le chapitre de la médecine embryonnaire. Si la fécondation in vitro se réalise avec le sperme d'un donneur, l'Institut Marquès dispose de sa propre banque de sperme qui va préalablement attribuer le donneur compatible sur la base de la race, des caractéristiques physiques, le groupe sanguin et le RH. Le laboratoire de fécondation in vitro. Le laboratoire de FIV est un élément clé pour la réussite du programme de reproduction assistée. L'emplacement, la conception, l'équipement et les milieux de culture sont d'importance vitale pour les strictes exigences des gamètes et des embryons en culture in vitro. Dans le laboratoire travaille un personnel hautement spécialisé dans la biologie de la reproduction. Son objectif est de traiter chaque embryon individuellement, comme un petit patient, étant donné qu'il sera votre futur enfant. Le laboratoire de fécondation in vitro de l'Institut Marquès est à la pointe de la biologie reproductive mondiale. Il est équipé des technologies les plus avancées, telles que IMSI, Polaroid, des cabines à atmosphère contrôlée, embryoscope, ainsi que dans l'application de techniques telles que biopsie du corpuscule polaire, élimination de fragments en maquillage embryonnaire, éclosion assistée, congélation, vitrification des ovules et des embryons. Au laboratoire de procréation assistée, nos biologistes évaluent les différentes étapes du développement embryonnaire qui peuvent être regroupées comme suit. La rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Un jour plus tard, la fécondation. 2 jours plus tard, les premiers embryons. 3 jours plus tard, le développement des embryons. La rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes. Les ovocytes arrivent au laboratoire dans des tubes stériles, immergés dans le liquide folliculaire. Ils sont localisés au microscope, puis nettoyés et classés selon leur degré de maturité. Ils sont ensuite placés dans une couveuse et dans un bain de culture à 37 degrés jusqu'au moment de leur insémination. La qualité des ovocytes est une caractéristique intrinsèque de chaque femme. La fécondation des ovules peut être effectuée de 2 façons. La fécondation in vitro conventionnelle consiste à faciliter la rencontre de l'ovocyte et les spermatozoïdes afin d'obtenir la fusion des codes génétiques des 2 membres du couple. Pour ce faire, les ovocytes et une certaine concentration de spermatozoïdes traités, 100 000 spermatozoïdes à bonne mobilité, sont mis en contact dans un milieu de culture, puis placés sous couveuse à 37 degrés jusqu'à ce que l'on détecte la fécondation. La micro-injection spermatique ou ICSI consiste à introduire un seul spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. Actuellement, cette technique s'utilise de façon routinière pour essayer d'assurer la fécondation. Un jour plus tard, la fécondation. Les ovocytes inséminés sont placés sous couveuse et après 17 ou 20 heures, il est possible de voir si la fécondation a eu lieu. Si c'est le cas, on peut voir dans l'ovocyte 2 pronoyaux qui correspondent aux codes génétiques féminin et masculin. Le premier cycle de fécondation in vitro est aussi un cycle diagnostique et il permet d'évaluer la fécondité de chaque couple. Des taux de fécondation très bas et même des cas d'échec total de la fécondation sont possibles. 2 jours plus tard, les premiers embryons. Les ovocytes fécondés commencent alors leur première division cellulaire. Comme pour les personnes, il n'existe pas 2 embryons égaux. Chaque embryon a ses propres caractéristiques et à ce moment-là, il est possible de le diviser en 2, 3, 4 ou 5 cellules. Dans un même cycle, tous les embryons n'ont pas le même aspect non plus. 3 jours plus tard, le développement des embryons. Le jour suivant, les embryons doivent avoir multiplié par 10 le nombre de cellules dont ils disposaient le 2e jour. La qualité embryonnaire. La qualité des embryons est déterminée par le nombre de cellules, la symétrie entre celles-ci, le pourcentage de fragmentation et la présence d'un seul noyau par cellule. Nous estimons que dans les 48 heures après la fécondation des ovocytes, un embryon avec bonne apparence est celui qui présente 4 cellules de la même taille, avec des taux de fragmentation inférieurs à 10-15%.
un embryon de bonne qualité, dans le 3e jour, est celui qui présente entre 6 et 8 cellules de la même taille avec un faible pourcentage de fragmentation. À l'Institut Marquès, nous considérons chaque embryon comme un petit patient et on applique des techniques individualisées pour l'aider à améliorer ses chances d'implantation et de grossesse. Les technologies avancées. IMSI. L'IMSI est un microscope de nouvelle génération qui permet de visualiser les spermatozoïdes avec un champ de vision augmenté de 10 000 pour sélectionner ceux qui ont la meilleure morphologie et donc les meilleurs pour la fertilisation. Selon plusieurs études publiées, l'IMSI augmente les chances de grossesse et réduit les taux d'avortement. Polariseur et cabine atmosphère contrôlée. De même, dans notre laboratoire, on dispose d'autres équipements spéciaux comme le polariseur d'image Polarite qui permet d'observer les structures les plus importantes de l'ovule et de distinguer les ovocytes de meilleure qualité. Nous avons aussi des cabines à atmosphère contrôlée dans lesquelles les ovules ou les embryons bénéficient des mêmes conditions de température, oxygène, dioxyde de carbone et d'humidité qu'ils auraient dans l'utérus maternel. Embryoscope. Il s'agit d'un incubateur de nouvelle génération équipé d'une caméra vidéo qui permet d'observer à tout moment le développement de l'embryon. Avec ce système avancé, on peut surveiller les embryons à chaque instant sans avoir à les sortir à l'extérieur afin de vérifier leur état et donc les tenir dans des conditions plus stables et en sécurité. Technique. Biopsie du corpuscule polaire. À l'Institut Marquès, on dispose d'une technique très avancée pour analyser le contenu chromosomique des ovules et rejeter ceux qui présentent des anomalies à travers la technique dite biopsie du corpuscule polaire et le diagnostic génétique préimplantatoire de l'ovocyte. Elle se réalise en faisant un orifice sur l'enveloppe de l'ovule afin d'extraire des petites cellules appelées corpuscules polaires qui ne sont pas nécessaires pour son développement, mais qui nous fournissent de l'information précieuse sur la charge chromosomique. Après avoir pris connaissance des résultats, nous pouvons transférer uniquement les embryons provenant des ovules intacts. L'élimination des fragments. Le maquillage. Le maquillage embryonnaire est une des techniques permettant d'éliminer les fragments cellulaires qui rendent difficile l'évolution de l'embryon. Cette technique consiste à effectuer un orifice dans la couverture de l'embryon par lequel on aspirera le plus grand nombre de restes cellulaires. Nous appelons cette technique le maquillage car elle permet de changer l'aspect de l'embryon et de restaurer son potentiel de grossesse. L'éclosion assistée. Dans certains cas, la membrane qui entoure l'embryon, ou zone pellucide, peut avoir une grosseur qui est souvent associée à un âge de maternité avancé et qui rend difficile l'implantation. Afin de faciliter la sortie de l'embryon de cette zone, on effectue une éclosion assistée. Cela consiste à réaliser de petits orifices dans la zone pellucide. La congélation et la vitrification des ovocytes et des embryons. Les embryons qui ne se transfèrent pas et qui présentent de fortes chances d'implantation se congèlent ou se vitrifient. Les vitrifier signifie les congeler d'une manière ultra rapide en évitant la formation de glace. La vitrification s'utilise aussi pour congeler les ovules d'une femme afin que celle-ci puisse les utiliser le jour où elle souhaite être mère, en gardant les ovules les plus jeunes et donc de meilleure qualité. Cette technique permet de préserver la fertilité de la femme, par exemple avant un traitement oncologique, et d'autre part, il permet aux jeunes femmes d'ajourner leur maternité sans renoncer à avoir un enfant plus tard avec leur propre matériel génétique. Le diagnostic génétique préimplantatoire. Les techniques conventionnelles de reproduction assistée choisissent les embryons à transférer selon des critères qui sont exclusivement morphologiques, c'est-à-dire en se basant sur l'observation de leur forme et de leur aspect extérieur. Mais il n'est pas possible de se rendre compte de leur patrimoine chromosomique par l'observation au microscope, étant donné que les embryons qui sont apparemment en bon état peuvent présenter des anomalies et par conséquent ne pas disposer de potentiel de grossesse. Pour pouvoir déterminer si un embryon dispose d'un patrimoine chromosomique correct, il faut procéder à un diagnostic génétique préimplantatoire. Il est ainsi possible d'évaluer l'état chromosomique des embryons conçus afin de ne transférer dans l'utérus que des embryons sains. La technique de diagnostic génétique préimplantatoire est le résultat de la combinaison d'une fécondation in vitro et de l'analyse génétique.
à l'Institut Marquès, grâce à notre engagement dans la recherche et le développement, nous pouvons analyser tous les chromosomes de l'embryon dans une même cellule. De cette manière, nous détectons plus d'anomalies et nous augmentons le taux de grossesse. Ainsi, en cas d'âge maternel avancé, cette analyse permet de tripler le taux de grossesse. Après avoir obtenu les embryons par fécondation in vitro, on les laisse évoluer pendant 3 jours, temps d'attente pour le meilleur moment pour les analyser, et on procède à l'analyse. En effectuant une biopsie embryonnaire, on prélève 1 ou 2 cellules de l'embryon. Ce prélèvement ne compromet pas le développement normal de l'embryon. Après avoir effectué la biopsie, l'embryon est replacé dans la couveuse du laboratoire où il sera maintenu en culture in vitro dans les conditions environnementales adéquates à son développement jusqu'au moment de son transfert vers l'utérus de la patiente. La cellule obtenue est traitée pour son analyse et elle est soumise à une étude génétique. Le résultat de l'analyse est transmis à l'équipe de reproduction assistée dans un rapport détaillé et l'on décide avec le couple du nombre d'embryons sains qui vont être transférés. Le transfert s'effectue immédiatement après l'analyse, en général 4 jours après la récupération des ovules. Le transfert des embryons. Le transfert embryonnaire est la dernière étape du processus de fécondation in vitro et son importance est capitale dans le résultat final. Cela consiste à déposer les embryons le plus délicatement possible dans l'utérus. Avant d'effectuer le transfert, l'équipe informe du nombre d'embryons qui vont être transférés. Ce nombre dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer l'âge de la patiente, la qualité des embryons, les cycles effectués au préalable, le souhait émis par le couple. Le transfert est effectué par voie vaginale, sans anesthésie et en ambulatoire. Sous contrôle échographique, on introduit très délicatement un cathéter dans le col de l'utérus et on dépose les embryons dans la cavité utérine. Il est indispensable que la patiente se présente avec la vessie pleine afin de pouvoir visualiser le passage du cathéter. Ensuite, la patiente devra rester au repos pendant 5 minutes. Puis elle pourra être transférée à son domicile où elle devra maintenir un repos relatif pendant 24 heures. Dans le cas où il s'agit d'embryons congelés, la préparation de la patiente est simple et ne requiert aucune stimulation ovarienne préalable. La patiente devra seulement préparer son endomètre avec des œstrogènes et de la progestérone. On effectue une échographie de contrôle pour évaluer si l'état de l'endomètre est optimal. Et si tout est correct, le transfert est programmé. L'attente du test de grossesse. Pendant les jours qui suivent le transfert des embryons, la patiente peut mener une vie normale en évitant les efforts et surtout en suivant le traitement qui lui aura été prescrit. Il s'agit toujours de journées très spéciales pour les patientes et leurs conjoints. Une bonne attitude envers le processus n'améliore pas le taux de grossesse, mais peut le transformer en une expérience très positive. C'est la raison pour laquelle l'Institut Marquès dispose d'un département de psychologie appliquée pour les couples qui suivent un traitement de stérilité et qui les soutient tout au long du processus. Difficultés et solutions. Dans un certain pourcentage de cycles de fécondation in vitro, on ne parvient pas à obtenir une grossesse. Lorsque l'utérus est bien préparé pour recevoir l'embryon et que l'on n'a pas réussi à obtenir la grossesse souhaitée, la cause est généralement embryonnaire, étant donné qu'un pourcentage très élevé d'embryons humains ne dispose pas du capital génétique adéquat pour pouvoir se développer. Il y a des couples chez qui ce pourcentage est plus élevé que celui auquel on pourrait s'attendre pour diverses raisons. Cela peut être dû à l'âge de la patiente, parce que la femme a un âge biologique ovarien supérieur à son âge chronologique, ou bien à cause d'anomalies génétiques des spermatozoïdes de l'homme. Face à cette situation, il faudrait faire une nouvelle évaluation de la situation et appliquer des techniques diagnostiques de médecine embryonnaire. La médecine embryonnaire. Qu'est-ce que la médecine embryonnaire ? La médecine embryonnaire est une science pluridisciplinaire dans laquelle interviennent des médecins, des embryologues et des généticiens spécialisés dans l'analyse des embryons. Son objectif est de favoriser la possibilité de naissance d'enfants sains et sans syndrome chromosomique ou maladie héréditaire. La médecine embryonnaire considère chaque embryon comme un petit patient. Lorsqu'elle est appliquée aux patients ayant subi des échecs dans les tentatives de fécondation in vitro,
On constate qu'un grand nombre de ces embryons disposent de modifications au niveau des chromosomes. Nous savons aussi que ces modifications augmentent considérablement avec l'âge de la femme. Et aussi dans le cas où le sperme est de mauvaise qualité. Avec la médecine embryonnaire, il est aussi possible de déterminer si la cause de ces modifications est d'origine masculine, grâce à des techniques qui peuvent analyser la charge chromosomique des spermatozoïdes, comme la méiose et le FISH. En définitive, toutes ces techniques nous permettent de connaître la raison pour laquelle les précédentes tentatives de grossesse n'ont pas abouti et favorisent la possibilité d'une naissance. Étude des embryons. Qu'est-ce que le diagnostic génétique préimplantatoire? L'étude génétique des embryons est une méthode de diagnostic qui est effectuée sur l'embryon avant son implantation dans l'utérus. Le diagnostic génétique préimplantatoire informe de l'état de chacun des embryons conçus et permet que seuls ceux qui sont diagnostiqués comme sains soient transférés dans l'utérus. La technique du diagnostic génétique préimplantatoire est le résultat de la combinaison d'une fécondation in vitro et de l'analyse génétique. À l'Institut Marquès, grâce à notre engagement dans la recherche et le développement, nous pouvons analyser tous les chromosomes de l'embryon dans une même cellule. De cette manière, nous détectons plus d'anomalies et nous augmentons le taux de grossesse. Ainsi, en cas d'âge maternel avancé, cette analyse permet de tripler le taux de grossesse. Pour pouvoir analyser les embryons, il faut d'abord les obtenir par le suivi d'un cycle de fécondation in vitro. Le moment optimal pour effectuer l'étude est 3 jours après la fécondation. C'est à ce moment-là que l'on procède au prélèvement d'une cellule de l'embryon dans un processus que l'on appelle la biopsie embryonnaire. Comment est-ce que l'on effectue un diagnostic génétique préimplantatoire? La biopsie embryonnaire consiste à extraire une ou deux cellules de l'embryon sans que cela ne compromette son développement normal. Après avoir effectué la biopsie, l'embryon est remplacé dans la couveuse du laboratoire où il sera maintenu en culture in vitro dans les conditions environnementales adéquates à son développement. Une crainte qui est très répandue parmi tous les couples qui se soumettent à cette étude est que le fait d'extraire une cellule de l'embryon puisse l'endommager d'une certaine manière. La réponse est non. Étant donné que l'information génétique se trouve déjà dans chacune des autres cellules restantes et que le prélèvement d'une de ces cellules n'empêche pas que les autres se développent correctement. Après avoir obtenu la cellule par biopsie, elle sera traitée pour son analyse et soumise à une étude génétique. Le résultat est transmis à l'équipe de reproduction assistée dans un rapport détaillé et on décide avec le couple du nombre d'embryons sains qui vont être transférés. Le transfert s'effectue immédiatement après l'analyse, en général 4 jours après la récupération des ovules. Le diagnostic génétique préimplantatoire contribue à augmenter les possibilités de grossesse et diminue le risque de fausse couche. Qui peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire? Les couples stériles. Tout couple suivant un traitement de reproduction assistée et qui veut augmenter ses possibilités de grossesse peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire. Cette technique est aussi spécialement indiquée dans les cas où la cause de la stérilité est inconnue, pour des patientes qui ne sont pas parvenues à la grossesse après 2 fécondations ou plus, qui ont subi 2 fausses couches au préalable ou plus, ou dans des cas où le facteur masculin est grave. Ce diagnostic est aussi recommandé pour des patientes ayant une méiose pathologique ou dans le cas où le FISH présente une altération des spermatozoïdes, ainsi que pour des couples présentant des modifications du karyotype ou pour des femmes de plus de 37 ans. Comme pour la myosynthèse, on recommande le diagnostic génétique préimplantatoire pour les mères à partir de 37 ans, étant donné que c'est à partir de cet âge qu'augmente de façon considérable la proportion des embryons présentant des anomalies chromosomiques, et que c'est très souvent la cause invisible pour laquelle on n'arrive pas à obtenir une grossesse après plusieurs cycles de fécondation in vitro. Dans ces cas, le diagnostic génétique préimplantatoire pour l'étude de tous les chromosomes est le plus approprié. Le diagnostic génétique préimplantatoire est aussi utile dans le cas où le karyotype ou la carte chromosomique d'un des membres du couple présente des modifications. C'est ce que l'on appelle la translocation ou réorganisation chromosomique. L'individu dispose de toute l'information génétique, mais elle est disposée de façon incorrecte et peut donner comme résultat des embryons anormaux au niveau chromosomique et être l'origine de la stérilité ou d'avortements à répétition. Grâce au diagnostic génétique préimplantatoire, on ne transfère que les embryons équilibrés et on élimine les autres. Les couples ayant des maladies héréditaires.
Le diagnostic génétique préimplantatoire concerne spécialement les couples ayant des maladies héréditaires comme l'hémophilie, la fibrose kystique, l'anémie de Fanconi, le syndrome de Marfan, le syndrome de l'X fragile, les dystrophies musculaires ou la chorée de Huntington, et il ne s'agit là que de certaines des maladies les plus fréquentes. Bien qu'elles soient très hétérogènes, ce que ces maladies ont en commun, c'est qu'elles sont en général graves, chroniques, affaiblissantes et progressives, que leur traitement est en général palliatif et qu'elles sont par ailleurs difficiles à diagnostiquer. En outre, elles sont à l'origine de séquelles, de la perte de l'autonomie et de l'habilité, et dans les pires des cas, elles compromettent la qualité de vie de ces personnes. Il y a encore quelques années, les couples touchés par ces maladies héréditaires devaient se résigner à ne pas avoir d'enfants ou bien laisser le hasard décider si leurs enfants allaient naître avec ou sans la maladie. Actuellement, avec le diagnostic génétique préimplantatoire, ils ont la possibilité de ne recevoir que les embryons qui ne sont pas affectés par une maladie héréditaire et éviter de prendre le risque que naisse un enfant malade. À l'Institut Marquez, nous pouvons effectuer le diagnostic génétique préimplantatoire pour toutes les maladies génétiques connues. Étude de l'infertilité masculine. Analyser la charge génétique des spermatozoïdes peut être déterminant pour bien orienter le traitement de reproduction et obtenir une grossesse évolutive. Dans les dernières années, l'équipe de biologie reproductive de l'Institut Marquez s'est spécialisée dans ce type d'analyse, l'analyse génétique de l'infertilité masculine. Nous pouvons la réaliser moyennant 3 tests. L'étude de la méiose, le test de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et la technique FISH appliquée aux spermatozoïdes. Étude de la méiose par biopsie testiculaire. La méiose est le processus naturel par lequel les cellules mères des spermatozoïdes réduisent leur nombre de chromosomes de moitié, c'est-à-dire qu'ils passent de 46 à 23 chromosomes, nombre formé par chaque spermatozoïde. Ce processus peut parfois présenter des anomalies et être à l'origine des échecs au niveau de la reproduction. Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'origine de ces anomalies. On suppose que dans la plupart des cas, l'origine est congénitale et a lieu pendant le développement testiculaire embryonnaire fœtal. Il est aussi possible que des facteurs environnementaux toxiques puissent être à l'origine de ces anomalies à l'âge adulte. Ce que nous savons, c'est que l'incidence des anomalies de la méiose est inversement proportionnelle à la concentration des spermatozoïdes de l'éjaculat. En résumé, l'étude de la méiose est très importante pour pouvoir effectuer un pronostic de fertilité et aide le couple à décider sur le traitement à suivre, en connaissant au préalable les réelles possibilités de succès. Test de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Pour le bon développement de l'embryon et du fœtus, il est très important que la chaîne d'ADN du spermatozoïde soit complète et intacte. Plus il y a de ruptures ou lésions dans cette chaîne, plus grandes sont les chances de stérilité, d'avortement à répétition ou de cycle de fécondation in vitro sans grossesse. L'Institut Marquez offre une des techniques qui permet de détecter le niveau des lésions dans le matériel génétique des spermatozoïdes. Le test de fragmentation de l'ADN, un test essentiel pour détecter l'origine de l'infertilité masculine. Quand la chaîne de l'ADN est endommagée, l'équipe médicale vous recommandera le traitement à suivre afin d'améliorer le pronostic. Le traitement avec des antioxydants, la sélection spermatique avec haut grossissement ou IMSI, ou les spermatozoïdes obtenus directement du testicule, TESA. Fiche appliquée aux spermatozoïdes. La fiche des spermatozoïdes est une technique qui permet d'étudier sur un échantillon de sperme le nombre de chromosomes que les spermatozoïdes ont. Nous avons seulement besoin d'un échantillon de sperme recueilli dans un flacon stérile. Une étude de fiche altérée indique qu'il y a des anomalies chromosomiques dans les spermatozoïdes. Cela signifie que si ces spermatozoïdes fécondaient des ovules, ils pourraient produire des embryons avec des anomalies chromosomiques. Donc, dans ces cas, nous étudions les embryons et nous identifions ceux qui sont normaux à niveau chromosomique, moyennant un cycle de fécondation in vitro avec diagnostic génétique préimplantatoire.